Simon Hiturli Patiño, 1860-1947. Tout comme Paul von der Wies, Simon Hiturli Patiño est une figure de légende. D'origine modeste, il est fils d'Eugenio Hiturli, paysan, ou savetier selon les sources, qui ne l'a pas officiellement reconnu. Il est né le 1er juin 1860, à Santivanes, un petit village andin dans la région de Cochabamba. La famille, originaire du Pays Basque, a émigré en Bolivie. En 1874, il se rend à Oruro, le plus grand centre minier du pays, qui connaît alors l'apogée de l'exploitation de l'argent. Il y épouse le 1er mai 1889 Albina Rodriguez de Ocampo, 1873-1953. Elle a 16 ans et lui 29. Il exerce le métier de voiturier avant d'être employé dans un grand magasin de La Paz. Simon est alors chargé de récupérer les créances du magasin. Un jour de 1894, un client insolvable propose de donner en compensation une mine, ce que Patiño accepte, mais pas ses employeurs. Il doit rembourser de ses propres deniers les $250 dus et se retrouve propriétaire de la mine. La mine s'avère en réalité contenir une roche riche à 60% en étain. C'est le début de la fortune de celui qu'on va surnommer le roi de l'étain. À partir de 1900, Simon Patiño exploite un immense gisement d'étain, la Salvadora, puis fait l'acquisition de plusieurs autres mines. Il élargit son champ d'action. En 1906, il fonde une banque et en 1910, il construit des lignes de chemin de fer. Il prend aussi le contrôle de fonderies au Royaume-Uni, en Malaisie, et domine ainsi 60% de la production de l'étain mondial. Il est le premier Bolivien à développer des investissements internationaux, notamment en Extrême-Orient. Au sommet de sa fortune, on dit que ses revenus personnels dépassent ceux du gouvernement bolivien. Pendant la Grande Dépression de 1929, il joue un rôle important dans la création du Comité international de l'étain pour en coordonner l'offre et en protéger le cours. Les conditions de travail de ses ouvriers sont réputées particulièrement dures. À côté de ses actions dans l'industrie, il occupe des fonctions honorifiques d'ambassadeur à Madrid et à Paris. Dès 1912, Patiño voyage en Europe, en Grande-Bretagne et en France. Il possède à Paris un appartement avenue Foch et un hôtel particulier boulevard Victor Hugo à Neuilly. Il est membre de l'association Paris-Amérique. En mai 1918, il achète à Biarritz la villa Antoinette qu'il rebaptise Maria Elena du nom d'une de ses filles. La villa est transformée en copropriété en 1947 à la mort de son propriétaire. Le 26 juin 1920, le banquier Grégory Lessine lui vend le domaine de Valrose pour 4 millions de francs. Il fait graver son nom sur le pilier d'entrée et placer les 3 lettres de son monogramme dans les décors du grand château. Il est particulièrement attentif à l'entretien du château et du parc. Dans un laps de temps relativement court, plusieurs chefs jardiniers se succèdent. L'un d'eux, M. Borelli, fait transplanter 1000 palmiers en bordure des allées, près du petit château et de l'Isba. Un projet de l'architecte paysagiste Octave Godard est même à l'étude. À Cochabamba, il fait édifier le palais Portales. Le parc reprend des essences et des éléments de décor, notamment les chiens secouristes de la maison Cabaroc, déjà présents à Nice. Le plafond peint de la salle à manger s'inspire de celui du grand salon de Valrose, réalisé par Pierre-Victor Galland. Il édifie un autre palais à Pairumani, près de Cochabamba, aujourd'hui le musée Villa Albina. En 1924, après sa crise cardiaque, Patiño ne peut plus retourner en Bolivie, du fait de l'altitude qui représente un danger pour sa santé. À Valrose, Simon Hiturli Patiño procède à des travaux de modernisation, installation du chauffage central, de sanitaires et d'un ascenseur. Curieusement, quand la famille vient à Nice, elle aime aussi descendre dans des palaces au Roule ou au Negresco. Les demoiselles Patiño participent au corso des festivités du temps carnavalesque dans une berline 1830 photographiée pour le journal L'Éclaireur du dimanche. En 1931, alors que Simon Hiturli Patiño occupe les fonctions de ministre plénipotentiaire de la Bolivie en France, il installe le siège de sa délégation à Valrose. À partir d'avril 1936, Renée Vidal, née Gypto, entre au service des Patiño. Elle s'occupe de leur fils, René, qui est malade. Pendant la période de la guerre, ils logent tous les deux au Roule. Elle devient ensuite régisseuse, avec une formation de sténographe et une pratique de l'espagnol. En 1939, au moment de la guerre, il met à la disposition du gouvernement français le château de Valrose ainsi que son hôtel particulier de Neuilly. Ces offres ne sont pas acceptées. Lui s'installe à New York, puis en Argentine,
pour être plus près de son pays. Le château subit une première occupation italienne du 5 juillet au 9 septembre 1943, puis 2 périodes d'occupation allemande du 16 octobre au 10 novembre 1943 et du 27 avril au 28 août 1944. Après la guerre, l'architecte Dalèze doit mener des travaux pour réparer les dommages. Simon Iturri Patiño meurt le 20 avril 1947 dans son palais de Buenos Aires. Sa fortune est alors évaluée à 500 millions de dollars. Il est enterré dans un mausolée à Pairumani. Il a été l'industriel d'Amérique du Sud le plus puissant de sa génération. Il a eu 5 enfants. René, Anténor qui épouse la princesse Christine de Bourbon, Graciela, Elena qui épouse le marquis del Mérito et Luz. Ces mariages prestigieux attestent l'immense réussite de cet homme parti de rien. À sa mort, Albina, sa veuve, lui succède à la tête de la société. La révolution bolivienne de 1952 nationalise les mines d'étain. En 1956, la famille met en vente le domaine de Valrose et la ville craint qu'un lotissement ne fasse disparaître le parc. En 1958, elle procède à l'expropriation du domaine et la famille reçoit en dédommagement 320 millions d'anciens francs quand l'ingénieur expert Coutreau avait estimé l'ensemble à 2 milliards de francs. Simon Iturri Patiño a développé durant sa vie des actions de mécénat, comme en 1931 quand il a créé la fondation universitaire Simon Iturri Patiño pour former des cadres. En 1958, ses héritiers créent la fondation Simon Iturri Patiño de Genève pour développer dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la recherche, de la santé, de l'hygiène, de la nutrition, de l'agriculture et de l'écologie, des programmes en faveur de l'Amérique du Sud. Cette œuvre rayonne toujours aujourd'hui.